Bonjour à tous, donc bienvenue à nos intervenants. Alors, réfléchir à la protection de l'enfance de demain et prendre un peu de distance avec les difficultés et les urgences qui nous assaillent quotidiennement est devenu une absolue nécessité parce que c'est un rempart. C'est l'un des remparts avec l'analyse des pratiques à l'enfermement dans les habitudes, dans les certitudes et dans la solitude de la prise de décision que connaissent bien les juges des enfants. C'est aussi une occasion de sortir de la plainte par rapport aux difficultés qu'on rencontre quotidiennement. Et partir des constats des praticiens, juges des enfants, éducateurs, psychologues, directeurs d'associations, responsables de département, les pousser aussi un petit peu plus loin en les confrontant les unes aux autres pour tenter de projeter ce que sera demain. C'est une démarche absolument passionnante à laquelle j'ai eu la chance de pouvoir participer parce que, en fait, en écoutant les autres professionnels parler de leur point de vue, on trouve un écho à ce que l'on avait perçu, mais sous un angle différent, nouveau et tout aussi juste. Et c'est cette démarche que les apprentis d'Auteuil ont engagée avec la revue Futurible et qui va vous être présentée maintenant, en cette période d'interrogation sur ce que va devenir le juge des enfants et sur laquelle nous a vraiment éclairé aussi Véronique Blanchard dans sa partie historique. Les craintes qu'on peut avoir aujourd'hui sur le fait que le juge des enfants puisse être fusionné avec le juge des affaires familiales, écartelé entre le civil et le pénal qu'on voudrait confier à des juges différents, ou sa transformation éventuelle en juge arbitre perdant une dimension humaine et incarnée qui fait l'essence de sa fonction, il nous a semblé évident à la FMJF de nous inspirer de cette démarche et des perspectives qu'elle traçait. À nous maintenant de nous en emparer et d'en nourrir nos pratiques. Alors nos invités, nous avons d'abord Baptiste Cohen, qui est psychologue, coordinateur du pôle de protection de l'enfance au sein de la direction des ressources éducatives des apprentis d'Auteuil. Vous avez été également directeur de la filiale apprentis d'Auteuil Océan Indien, directeur de l'activité de l'association SOS Village d'enfants, directeur du groupement d'intérêt public Drogue Info Service, rattaché à la MILDECA, enfin à la MILT à l'époque, et directeur de l'association de lutte contre le sida, Arcade Sida. Nous avons aussi Cathy Lemoigne, qui vous allez présenter tous les deux cette démarche prospective. Vous êtes psychologue de formation initiale, vous dirigez l'association Chanteclair, une association de protection de l'enfance depuis 2018, et toujours vous avez œuvré pour la protection de l'enfance. Vous êtes aussi actuellement membre de l'UNIOPS, cette fédération des associations de protection de l'enfance et de protection sociale, coprésidente de la commission Enfance, Jeunesse, Famille, membre du conseil d'administration, représentante de cette fédération au bureau du Conseil national de la protection de l'enfance, CNPE, et vice-présidente de l'URIOPS Pays de Loire. Également, vous êtes impliquée dans la formation puisque vous êtes vice-présidente du CERFAS, qui est un organisme de formation du travail social basé en Anjou. Alors, nous avons également Jean-Michel Perminja. Jean-Michel Perminja qui remplace au pied levé Myriam Boily, qui figurait dans le programme. Myriam Boily, directrice enfance-famille du département de la Seine-Saint-Denis, qui est souffrante aujourd'hui, qui n'a pas pu être là. Alors merci, un grand merci Jean-Michel Perminja d'avoir accepté de cette intervention. Jean-Michel, au départ, tu es juge des enfants, à Nîmes, à Marseille, à Toulon, à Aix-en-Provence, mais tu as aussi changé de fonction puisque tu as été président de chambre à la Cour d'appel de Versailles, et surtout tu as changé de métier puisque tu es passé du côté des départements en tant que directeur enfance-famille à Toulon, dans le Var, de 2014 à 2018. Et un petit peu auparavant, tu as aussi été en cour d'appel conseiller délégué à la protection de l'enfance auprès de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Et pendant cette période-là, tu as participé notamment aux travaux de la commission Varinard qui a proposé un certain nombre de réformes de la justice pénale des mineurs. Et donc c'est en qualité d'ancien directeur enfance-famille que tu vas intervenir aujourd'hui, non pas en qualité de juge des enfants. Notre juge des enfants, à la table ronde d'aujourd'hui, c'est Chloé Salé. Chloé, tu as exercé diverses fonctions du siège depuis ta prise de fonction en 2004, juge d'instance à Dunkerque puis à Grasse, juge des affaires familiales à Bobigny. Et depuis 2010, tu occupes les fonctions de juge des enfants que tu as eu l'occasion d'exercer dans les tribunaux pour enfants de Marseille et de Nice, où tu es maintenant vice-présidente chargée de la coordination du tribunal pour enfants. Et depuis à peu près 3 ans, tu diriges la formation d'adaptation aux fonctions de juge des enfants
pour l'ENM, donc pour les magistrats qui veulent devenir juges des enfants en cours de formation, en cours de fonction et qui ne l'ont jamais été. Alors, donc on va commencer par la démarche prospective. Vous avez 20 minutes pour la présenter et ensuite je donnerai la parole à Chloé d'abord et à Jean-Michel ensuite avec un certain nombre de questions que je vous poserai au départ pour introduire votre propos. Donc Cathy et Baptiste, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation, merci pour l'invitation, merci pour votre accueil. C'est Fernand ou Ferdinand Braudel, il faut avoir été pour être. C'est bien d'avoir commencé par cette présentation historique. On en a tellement besoin. Ça me faisait penser votre intervention au livre de Véronique Olmy, le gosse, qui décrit si bien ce qui se passait à la Roquette, au moment où la société estimait que l'enfant devait être... elle devait se protéger de l'enfant du fait du délit de sa mère. Incroyable. Les choses changent un peu, heureusement. La démarche qu'on vient vous présenter, elle n'a rien à voir avec notre CV qui a été rappelé gentiment par Muriel. C'est-à-dire que la prospective, ce n'est pas une discipline connue, hein, c'est une discipline inconnue. C'est une discipline où il n'y a pas d'expertise. Mais c'est une façon de réfléchir avec l'expérience des uns, avec les connaissances des autres, à une question qui finit par échapper complètement, alors qu'elle est manifestement si importante dans l'histoire qui vient de nous être rappelée. Qu'est-ce qu'on veut que la société devienne? Et cette question, c'est la même que celle qu'on a au moment où on est en face de l'enfant. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il devienne ce qu'il est appelé à devenir? Le regard qu'on a sur l'autre, le regard sur l'avenir, c'est les mêmes genres de questions qu'on a sur l'enfant, sur la société, on a bien vu à quel point c'est important, et probablement aussi sur nos missions. Parce qu'on a une mission face à l'enfant, mais on a aussi une mission dans la société. On n'est pas chacun pour soi. Chacun a essayé de construire son propre rôle, vous le juge, nous l'éducateur, etc. On doit le construire ensemble. Et c'est un peu ce à quoi nous a conduit aussi cette démarche dite prospective qu'on a... Oh là, c'est quoi ça? Merci. Ça, et je mets... Vérifier le logiciel espion. Ça met un peu de temps. Ça arrive. C'est long, c'est long. C'est bon au sens où ça va être bon. Hop. Et là, ça disparaît. Ça. Merci. La technique. On vient vous présenter une démarche de réflexion portée par un petit groupe d'associations, opérateurs, opératrices dans le champ de la protection de l'enfance, pour lequel on s'est fait aider par un cabinet qui a une expérience dans l'analyse prospective, aussi bien avec des institutions, des entreprises, des organisations privées, publiques. Mais en fait, au départ, l'historique de cette démarche, elle n'était pas du tout de faire naître une nouvelle discipline dans le champ de la protection de l'enfance, mais tout ça est né au moment de la crise Covid, quand en 2020, on s'est retrouvés les uns et les autres, d'abord à se demander comment on fait avec les gants, le savon, l'organisation quotidienne, la vie dans la structure, chez les parents, etc. Et en même temps, apparaissait dans le champ... Comment ça marche? Excuse-moi, j'ai deux écrans là devant moi et voilà. Apparaissait dans le champ de nos réflexions quelque chose qui semblait habiter le monde, mais dont on ne voyait pas très bien en quoi ça nous concernait. C'est avec le Covid, la pandémie, un monde nouveau est en train d'apparaître. Un monde nouveau est en train d'apparaître, et alors là, des dizaines, des centaines d'articles sur ce sujet. Le monde d'après sera radicalement différent. Et nous, quand on se rencontrait avec les équipes, quand on voyait le quotidien, on était amené à se poser la question, du coup, notre secteur d'activité sera-t-il concerné par ce monde nouveau? Et alors, vraiment, on ne voyait pas trop par où il fallait aborder le sujet. Alors, je ne refais pas tout l'historique, mais parce qu'il y a eu toute une démarche qui a été construite à ce moment-là. Et en 2023, au moment où on publie notre rapport, donc quelques années après, il nous a fallu du temps pour avancer. Et ce n'est pas si facile que ça d'avancer avec 6 ou 7 structures en même temps. En 2023, la protection de l'enfance, elle était en tension
tension au moment où on a abordé le sujet, elle est en pleine ébullition au moment où on publie notre rapport. Alors là, ça, ce sont que des communiqués dont vous avez tous eu connaissance. Et en fait, l'analyse assez vite, telle qu'elle est posée par les uns et les autres, par les rencontres, par la démarche, je vais dire un tout petit mot de ceux à qui on s'est associé pour conduire cette démarche, mais elle montre qu'on est dans une situation où la crise est complètement protéiforme, c'est-à-dire qu'elle apparaît dans tous les sens, et les impasses d'aujourd'hui apparaissent de tas de manières, et nous, on n'a pas fait un relevé des impasses avec une analyse très précise, mais on a essayé de citer celles qu'on voyait, les mesures non effectuées, des mesures totalement incompréhensibles par les parents et les familles comme les placements à domicile, le trop grand nombre de mesures affectées aux acteurs, les impasses financières des départements, l'absence de stratégie sur l'évolution des prises en charge précoces, les emplois non pourvus, l'absence d'évaluation comparée des principales méthodes d'intervention, la méconnaissance de la sociologie des parents, le manque de coordination institutionnelle des structures en charge de la famille et de l'enfance, les changements fréquents d'orientation politique qui posent quand même un certain nombre de problèmes aux acteurs, etc. Donc, ces impasses, et il y en aurait probablement beaucoup d'autres, elles montrent qu'on est dans un secteur où il devient extrêmement difficile, parce que comment regarder l'enfant avec un regard sur lui, sur son avenir, et comment fonder aussi, comment appuyer l'espérance dont il a besoin, et dont les équipes ont besoin, mais aussi dont la société a besoin, si on ne voit plus les choses qu'à travers une multitude d'impasses et de grandes tensions. Donc, pour ceux qui auront envie d'en savoir plus, on a détaillé tout ça dans notre rapport. Ce qu'on veut éviter aujourd'hui, devant tant de difficultés, c'est ce qu'on a appelé le syndrome de la grenouille. C'est-à-dire la grenouille, c'est celle qui meurt de se laisser cuire parce qu'on la met dans de l'eau froide. Ça chauffe progressivement. Et effectivement, il y en a qui disent il n'y a pas de panique puisqu'on a toujours pied. Et puis en fait, la grenouille finit par mourir. Le seul moyen, c'est de s'en échapper. Et celle qui sait s'en échapper, pour les grenouilles, c'est celle qu'on met directement dans l'eau chaude. Et nous, aujourd'hui, quel est le coup de patte qu'on peut donner pour essayer de provoquer des sorties de la crise dans laquelle on est? Donc on s'est fait accompagner dans cette démarche par ce cabinet qu'on a rencontré pour des raisons de connaissance des uns ou des autres, dit Futurible, qui nous a proposé des éléments de méthode, je ne reviens pas sur le détail, choisir un sujet précis et non pas chercher à vouloir régler toutes les questions en même temps, identifier des tendances, mais aussi imaginer des ruptures, et on va y revenir tout à l'heure, imaginer des ruptures, c'est imaginer des changements avant de savoir si ce sont les bons. Imaginer, se laisser la place à l'imagination, ce qui n'est pas très loin de ce qu'on a à faire aussi quand on travaille avec un enfant. Ne pas chercher d'abord des solutions normatives, mais repérer ce à quoi il faut se préparer, etc. Je vous laisse, je vois des photos, je vous laisse le diaporama, les photos, il y aura une vente aux enchères à la fin, des derniers exemplaires restants, etc. Et le plaidoyer de notre démarche, il est en fait de montrer qu'il faut prendre le temps de réfléchir à ce qu'on est en train de devenir. C'est pas un plaidoyer prescriptif qui consiste à dire voilà le scénario qu'il faudrait suivre. Donc pour commencer, voilà ce que la prospective n'est pas, ni boule de cristal, ni prescription, je viens de le dire. La méthode avec laquelle on a travaillé, je ne reviens pas sur le détail, on n'a pas le temps. Je vous montre simplement cette diapo pour montrer dans le... Oui, c'est ça qu'on voit, qu'on a éclairé nos réflexions au fur et à mesure, sans leur demander d'y prendre une responsabilité quelconque. On a éclairé nos travaux avec les réflexions d'un certain nombre de personnes qu'on a été chercher à l'extérieur de notre groupe. Donc, ce n'est pas directement partie prenante, mais donc c'est pareil. L'enjeu était de montrer qu'on a été voir du côté des départements, du côté des ministères, du côté des chercheurs, du côté des enseignants, du côté des magistrats. C'est comme ça qu'on a rencontré Muriel, etc. Le rapport, pour ceux qui seraient intéressés de le lire, montre qu'on a pris le temps aussi de regarder dans une toile de fond un certain nombre de sujets majeurs, mais qu'on n'a pas étudié de près, mais qui montre qu'on est dans une société où il faut forcément, quel que soit le travail qu'on fait, prendre en compte ce que font les autres, ce à quoi sont préoccupés, ceux qui préoccupent les uns et les autres. Alors, il y a beaucoup de sujets dont on peut se dire que chacun serait plus important que l'autre. On aurait peut-être dû faire mieux, mais on a fait comme ça l'évolution du rapport au travail, l'évolution des structures familiales, l'évolution des attentes sociales et sociétales, etc. Donc, ça fait beaucoup de sujets. On l'a mis dans une toile de fond pour ensuite nous concentrer sur nos propres préoccupations.
avec un travail donc, autour des 2 thèmes qu'on a choisis, l'évolution des publics et l'évolution des modes d'intervention. Et là, je ne vais pas vous présenter le détail des 4 diapos qui arrivent, parce que sinon, on n'aura pas le temps. C'est en fait l'analyse qu'on a fait autour de 4 axes précis, les politiques publiques, l'évolution des publics eux-mêmes, d'enfants et parents, l'évolution des dispositifs et des modalités d'intervention, et l'évolution des métiers et des professions. On a regardé sur chacun de ces sujets quelles étaient des tendances observées, donc elles seront, on pourra éventuellement y revenir s'il y a des questions plus précises, mais de chacune de ces tendances, on a tiré un grand tableau, si on peut dire, et ensuite le Futurible nous a invités à faire un travail d'imagination à nouveau. On part de ce qu'on a observé et qui a quand même été écrit, rédigé, sourcé, qui fait l'objet de plusieurs dizaines de pages dans notre rapport, pour essayer du coup d'imaginer des scénarios où alors là, on pose des hypothèses à partir de problématiques qu'on choisit, qui sont des problématiques qu'on segmente, pour essayer de se demander si cette problématique aide à réfléchir à ce qu'on est en train de devenir, et non pas à ce qu'il faut faire aujourd'hui, tout de suite, pour améliorer le système. Ce qu'on est en train de devenir, c'est le principe de la prospective, un principe complètement absent des politiques publiques dans notre champ, ce qui nous semble être un vrai problème, parce que si personne ne réfléchit à ce qu'on est en train de devenir, eh bien, on n'a jamais la réponse, et on n'a jamais la vision dont on pense qu'elle serait nécessaire pour partager, comme ça a été si bien dit dans l'exposé précédent. On a besoin d'avoir une vision sur ce qu'est l'enfant, comment la société le protège, comment la société comprend les difficultés qui sont les siennes. Donc maintenant, on entre un peu dans la présentation des scénarios. Parfait, Dimi. Tu veux faire l'introduction et puis je fais le premier? Non, c'est toi qui fais le premier. Ouais, on a dit que c'est toi qui fais le premier. Vas-y, vas-y. On s'est entendu, Parfait, tout ça, on a tiré au sort. Bon, alors après, il y a Jacques Audiard qui dit toujours que quand un grand parle à un petit, c'est toujours le grand qui a raison. Pour le coup, j'ai eu raison. Comme quoi, Jacques Audiard, tout de même. Alors, merci de nous avoir fait monter ces marches comme à Cannes, en parlant de Jacques Audiard. En tout cas, ravi d'être présent parmi vous et ravi vraiment de rentrer avec vous dans des échanges et de venir challenger un peu le travail qu'on a fait, parce qu'on y est vraiment rentré avec humilité, volonté, mais aussi souci de l'engagement et histoire de se dire, si on n'arrive pas à faire bouger les choses, peut-être que c'est parce qu'on n'arrive pas à les réfléchir, les choses. Alors on a essayé de les réfléchir, ça vaut ce que ça vaut, mais ça peut être intéressant à challenger. Alors le premier scénario pour lequel j'ai gagné du coup à la courte paille, c'est celui où rien ne bouge. Alors vous allez dire, j'ai gagné à la courte paille, mais pour autant, c'est pas le scénario, on va dire, le plus plaisant à déplier, parce que c'est celui qui concourt à dire qu'aujourd'hui, dans rien ne bouge, ça ne conduit pas à un grand plaisir vif entre nous. Pour autant, c'est intéressant de le prendre, parce que c'est pas pour autant que l'on présente quelque chose qui pourrait avoir quelque chose de l'air du marasme, que forcément tout devient marasmatique et qu'on est privé d'autre chose derrière. Mais pour appréhender les vraies questions, il faut pouvoir nommer les questions pour ce qu'elles sont et avoir affaire à un principe de réalité. Ce premier scénario est un vrai principe de réalité, de prise en compte de ce par quoi aujourd'hui, à froid, nous sommes concernés, le nous valant pour l'ensemble des personnes qui concourent. Baptiste vous l'a rappelé, la démarche prospective, elle nous a fait prendre 2 thèmes prioritaires à regarder, celui de l'évolution des publics, celui de l'évolution des modes d'intervention, et on l'a croisé avec 4 axes qui pour nous étaient intéressants en matière d'évolution: public, politique territoriale et nationale, dispositif, métier professionnel. Je vous le redis parce que c'est vraiment la gymnastique de chacun des scénarios où à chaque fois on s'est appliqué à avoir la même méthode pour avoir quelque chose d'harmonieux à vous présenter. Première diapositive, quand rien ne bouge, ça dit quoi? Ça dit aujourd'hui qu'on constate un manque de coordination entre des instances décisionnaires. Et vous verrez que tout conduit, donc il y a 4 petits éléments qui y conduisent et qui concourent à un repli sur soi. Ça va s'expliquer par aussi l'absence de stratégie nationale. C'est-à-dire que, non pas qu'on ne pense pas à la question de la protection de l'enfance dans ce qu'elle est, mais on ne la pense pas dans un système cohérent, ce qui fait que ça amène à un dysfonctionnement en matière de coordination. Et pour le coup, ça vient grossir le trait des disparités, ce qui concourt effectivement aujourd'hui à ce qu'on se trouble dans les instances de coordination entre nous.
Des familles qui sont accompagnées, mais de manière non coordonnée, là encore, on a un peu quelque chose de l'ordre, si je fais très court, sur les territoires d'exercice, puisque c'est une politique décentralisée, qui concourt à dire que chacun va y mettre une pierre à l'édifice, mais pour que ça fasse un tout sensé, encore faudrait-il que des traits d'union arrivent entre le chacun, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. Et tout ça se tend d'autant plus que quand vous rajoutez pour les organisations, les opérateurs, dont parlait Baptiste, le champ concurrentiel des appels à projets, tout ça amène à ne faire que répéter des réponses individualisées et qui mettent à mal quelque chose de l'ordre de la coordination, d'une vision plus méta et qui ne concourt qu'à répondre, si j'étais très court et un peu ramassé, sur un bout de la lorgnette, mais qui ne permet pas d'appréhender ce que sont les difficultés rencontrées par les familles, les enfants, sur les territoires. Donc là, on rencontre sur ce scénario une difficulté dans, si on duplique ça et on continue tous de fonctionner comme des toupies individuels sur nous-mêmes, alors on ne rencontrera pas enfants et familles sur les difficultés et les besoins auxquels on doit répondre. Ça amène aussi, aujourd'hui, on a dit évolution du public, on a croisé cette vignette avec, aujourd'hui, hausse importante d'événements qui viennent impacter durablement les familles et les enfants, que sont des règlements climatiques, que sont inflation et que sont aussi perte d'emploi et une précarisation de plus en plus importante, mais aussi la difficulté des mineurs complexes ou à double vulnérabilité, ou en tout cas ceux pour qui d'ailleurs c'est extrêmement difficile de dire qui sont ces mineurs complexes. Pour autant, tout le monde parle des mineurs complexes. Donc on voit bien combien, puisque chacun y est à cette affaire-là, mais qu'on n'arrive pas à concourir à quelque chose de commun, ce scénario, si rien ne bouge, ne fera que continuer d'empirer, et ça empirera aussi en matière et d'organisation et d'attractivité des métiers. Constat à froid et fait qu'aujourd'hui, on est... alors, on pourrait parler de crise de vocation. Moi, je ne vais pas aller sur la vocation parce que j'espère que tout à chacun a de la vocation dans son métier et ce n'est pas propre au social. Mais pour autant, crise des convictions, oui, parce que des conditions de travail qui se dégradent et une perte de sens au travail qui ne concourt pas à retrouver de l'attractivité des métiers et qui, du coup, concourt à ce que les organisations fassent recours à l'intérim. Une intérim qui, aujourd'hui, coûte 67% plus cher et qui m'amène à dire qu'effectivement, les fonds publics ne sont pas le tonneau des Danaïdes, mais quand on est coincé entre la réponse nécessaire à la qualité et aux besoins et le coût que ça a, mais en même temps, il faut mettre un adulte en face d'un jeune qui nous est confié, alors cette équation, on va la résoudre ensemble, mais elle est un petit peu touchy. Voilà pour ce premier scénario. Eh bien, je repasse la main à mon Baptiste. Le deuxième, c'est celui de la collégialité. Je vais aller très vite parce qu'on a 4 scénarios, donc on a le temps de les dire même rapidement. Imaginons que les instances soient en place pour rendre collégial le travail autour de la protection de l'enfance, avec les visions de la justice, de l'éducation, de la société, du corps social, etc. Une collégialité, vu le nombre de situations qu'on rencontre, il faudrait qu'elle prenne des décisions, il faudrait qu'elle soit opposable, parce que si c'est une collégialité qui permet juste de se parler et qu'au bout du compte, chacun fait ce qu'il veut à l'arrivée, ça ne change pas les affaires. On a donc imaginé que si une structure... Ah oui, pardon, j'ai oublié, pardon, excusez-moi. On a imaginé que si une structure, une instance, une modalité collégiale se mettait en place pour prendre des mesures qui deviennent opposables et qui fassent qu'on arrête de faire chacun dans son coin ce qui nous semble être l'idéal, elle produirait probablement des référentiels. Elle produirait des cadres de référence à la fois de méthodes de travail, de méthodes de compréhension des besoins des enfants et de leurs familles, et probablement des méthodes d'action éducative, mais aussi des référentiels d'analyse de moyens à mettre à disposition des acteurs. Autrement dit, je ne rentre pas plus dans le détail, mais s'il y avait de la collégialité, comme on le souhaite, il faudrait qu'elle soit opposable. Si elle devenait opposable, elle produirait des référentiels. Et si elle produisait des référentiels, ça impacterait également nos pratiques. Parce que dans le travail social, alors je ne sais pas ce que vous en pensez, vous magistrats, mais nous on constate à quel point la culture du chacun fait ce qu'il veut est vraiment la seule règle que chacun applique avec une conscience aiguë. C'est-à-dire qu'on est tous d'accord sur une règle, c'est que chacun peut faire ce qu'il veut. Et ça, c'est pas sûr que ça puisse continuer longtemps comme ça. Voilà. Donc on a imaginé un scénario qui nous amène de la collégialité au référentiel et donc à des tas de nouvelles contraintes. Mais les imaginer, c'est se dire que ce qu'on souhaite d'un côté a forcément des conséquences de l'autre. C'est un des intérêts de la prospective. Je te laisse faire le troisième scénario.
forcément un peu plus rapidement que le premier. Plus rapidement que le premier. Alors, je fais très vite. 3 idées phares sur celui-là et un titre majeur. Ce scénario, c'est la consécration d'une volonté publique qui concourt à la modalité prévention comme étant prioritaire avant toute chose. Alors, pas prévention spécialisée, on est d'accord, mais la prévention de manière générique. 3 idées majeures, une priorité donnée à la prévention et donc du coup qui concourrait à un soutien à la parentalité avec des actions de soutien plus précoces. Cela aurait aussi comme influence une trajectoire vers une désinstitutionnalisation des prises en charge, ou bien une façon d'avoir à désinstituer, ou bien encore une façon d'avoir à inclure versus l'inclusion et une plus grande participation des acteurs qui y concourent. Autant les familles que les professionnels, que l'ensemble de ceux qui gravitent autour. Et une évolution, du coup, si on va vers une modalité préventive majeure, qui impacterait forcément les opérateurs que nous sommes, mais aussi conseils départementaux, etc., tous ceux qui ont en prise en charge, même si ce mot n'est pas joli, mais en tout cas qui accompagnent et puis qui accueillent les enfants et les familles, une transformation aussi de nos bâtis, de notre offre, de nos organisations, parce que penser une désinstitutionnalisation, c'est à la fois rendre les murs poreux de nos institutions pour qu'on passe d'un dispositif à un autre, voire de les faire disparaître, et ça ne pourrait pas se faire sous un claquement de doigts. Pourquoi ? Parce que ça a des effets sur les finances, parce que penser une désinstitutionnalisation, ça n'est pas forcément garanti de faire des économies en devenir parce qu'il y aurait moins d'institués, mais c'est comment on pense des fonds pour pouvoir les traverser et permettre cette désinstitutionnalisation. Ce seraient des interventions précoces et encore plus précoces, mais c'est aussi une capacité à appréhender des questions, y compris dans les cultures métiers, qui dépasserait le propre métier d'éducateur spécialisé, dont Madame Blanchard nous parlait tout à l'heure dans son origine, mais qui irait bien plus loin sur une cohorte de métiers qui pourrait concourir à évaluer plus précocement les besoins des enfants et des familles. Ce serait aussi une nouvelle répartition des compétences entre État et département, un État qui irait beaucoup plus vers l'aspect judiciaire et tout ce que serait l'enfance en danger et maltraitée, et de l'autre côté, un pouvoir conféré et une mise en œuvre au département pour tout ce qui concourait à l'ordre de l'administratif. Donc on voit bien que ce scénario préventif, il nous amènerait à penser des organisations complètement différentes et des champs de compétences attribués qui se répartiraient totalement différemment. Et c'est encore des opérateurs pour lesquels il faudrait développer des nouvelles modalités d'accompagnement des enfants et des familles, parce que transformer le bâti pour rendre ça possible, ça peut déjà se faire, mais transformer des cultures métiers et des façons d'avoir à appréhender et de travailler ensemble, incluant plus d'acteurs et plus de coordination, c'est aussi quelque chose à moyen et long cours. L'ai-je bien descendu, Monsieur Cohen? Oui, merci. Je souligne juste une seule chose que Laurent avait repris quand on a fait la présentation à l'Assemblée nationale, c'est que le seul scénario où on s'est mis à imaginer une répartition de rôles qui serait centrée, c'est un exemple un peu imaginatif, mais sur ce qu'il advient une fois qu'une décision judiciaire est prise. Parce que l'intérêt de la prévention, c'est pas simplement de confier au département l'administratif, la formule est juridiquement très juste, mais politiquement pas forcément compréhensible. Dire qu'il faut faire de la prévention, c'est identifier qui, du coup, devient le point majeur de la politique publique de protection des enfants. Si c'est la prévention, ça peut être les départements, parce que c'est un rôle de proximité, d'éducation, de compréhension, d'analyse des besoins des territoires. Et du coup, répartir les rôles, c'est une façon de dire, donnons aux uns le rôle spécifique d'agir quand on est dans le champ de la prévention, et donnons aux autres le rôle spécifique d'agir quand une décision suppose une intervention judiciaire. Voilà. Donc on s'est mis à imaginer qu'une façon différente d'aborder le problème de la centralisation-décentralisation, c'était de répartir les rôles autrement. C'est pas que notre idée est bonne, c'est simplement que dans les ruptures, on en a imaginé une qui du coup concerne non pas la modification du rôle du juge des enfants, mais la modification du fonctionnement de l'institution à partir du moment où le juge intervient avec ses titres, ses qualités, sa vision, etc. Quatrième scénario, c'est celui de la sanitarisation. Alors, très rapidement, on voit de plus en plus de signaux qui montrent qu'on aborde les difficultés, les problèmes et du coup les solutions qu'il faut apporter aux enfants à travers le prisme de la santé et notamment de la santé mentale.
Et ça nous semble être une préoccupation. On aurait aimé l'analyser plus, mais quand on voit que les référentiels d'évaluation en matière d'action sociale et d'action éducative sont confiés à l'autorité de santé, on voit bien à l'arrivée que l'autorité de santé ou que le ministère en charge des affaires de santé, même dans les systèmes d'information aujourd'hui, il est demandé par exemple que les systèmes d'information sur le suivi des enfants obéissent à des réglementations qui sont fixées par les autorités de santé avec des logiques qui sont celles du champ médico-social pour arriver à classifier les données concernant les enfants, les structurer, demander aux acteurs sociaux de remplir eux-mêmes le dossier médical personnalisé du jeune, etc. Donc on voit apparaître dans le champ de la santé un champ d'influence d'une très grande importance et on se dit que c'est un problème parce que la lecture qu'on a de l'enfant ou du parent en difficulté, si elle est celle de la santé mentale, elle n'est pas la même que celle qu'on peut avoir si on est sous l'angle de l'accompagnement éducatif dont il a besoin. Voilà. Avec ça, on a fait le tour des scénarios. Je ne sais pas s'il reste 1 minute ou pas. Il reste 1 minute. Ensuite, on prendra 2-3 questions de la salle avant de passer la parole à Chloé et à Jean-Michel. D'accord. Donc la minute, c'est simplement pour signifier qu'on a fait un petit recensement dans ce travail, mais qui mériterait lui aussi d'être approfondi, lu, discuté, confronté, de ce que sont des nouveaux compromis possibles. Et en fait, j'en citais un tout à l'heure par rapport à la répartition des rôles, État, département, en fonction de du caractère judiciaire des décisions. On a en fait cherché d'autres compromis possibles, parce que l'élément majeur en termes de politique publique, et Dieu sait si on est dans une politique publique, et je crois qu'hier, vous et nous avons été soumis au questionnement de la commission d'enquête parlementaire sur les politiques publiques de protection de l'enfance. Il s'agit bien de politique publique. L'exercice de la politique est confronté aujourd'hui à une difficulté majeure qui n'est pas uniquement celle du manque de ressources, qui est celle des compromis nouveaux qu'il faut aller chercher. Comment faire pour avoir une réflexion partagée, non pas seulement sur les moyens, mais sur la vision, et une fois qu'on réfléchit à la vision, sur les compromis. Peut-on sortir de cette crise sans faire de compromis? Notre hypothèse est que non. Merci beaucoup. Alors, Chloé Salé et Jean-Michel Parmaja évoqueront un ou plusieurs de ces scénarios et la place du juge des enfants et la place du département et leur rôle dans l'un ou plusieurs de ces scénarios. Et avant de leur laisser la parole, est-ce qu'il y a des questions sur le fond, sur l'exposé qui a été fait, sur la démarche ou sur les conclusions qui sont tirées? Moi, j'ai trouvé que la conclusion sur les compromis nécessaires et la liste des différents points sur lesquels il faut vraiment qu'on travaille sur les compromis, elle est très importante, parce que c'est là-dessus qu'il faut qu'on mette nos efforts en fait, sur comment se parler. Donc s'il n'y a pas de questions particulières, je vais tout de suite passer la parole à Chloé Salé. Donc comment peut se situer le juge des enfants et que peut-il faire dans chacun de ces scénarios? Et puis surtout, comment faire en sorte qu'il ne perde pas son âme ou qu'il en trouve une et qui renforce. Qu'est-ce qui est important? Merci Muriel, et merci beaucoup à Baptiste et à Cathy pour la présentation de ce travail, puis aussi la réalisation de ce travail qui ouvre vraiment pour nous des espaces de réflexion, qui nous conduit à faire un pas de côté face à l'urgence du terrain, nos charges de travail, pour essayer d'identifier les tendances lourdes qui traversent le secteur, et qui nous rappelle à un moment où la tentation de repli sur soi, en fermant la porte de son bureau, est assez grande, que le domaine de la protection de l'enfance, il met en mouvement de nombreux secteurs professionnels qui eux-mêmes évoluent. Donc qu'on le regarde en face ou non, on ne va pas échapper à des bouleversements qui ne viendront pas forcément de notre champ d'action, mais qui auront un impact systémique sur l'ensemble de nos activités. Donc l'idée ici, c'est de pouvoir prendre part à la réflexion depuis la place de l'institution judiciaire, et plus spécifiquement celle du juge des enfants, qui doit avoir conscience des enjeux qui l'entourent pour conserver une place légitime face aux autres acteurs de la protection de l'enfance. Et en prenant connaissance de votre travail, j'ai trouvé vraiment remarquable la manière dont vous êtes parvenu à structurer une réflexion face à une matière première aussi riche et complexe. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que plutôt de se laisser écraser par les constats qu'on fait tous, qu'on ressent dans nos pratiques quotidiennes,
en ayant l'impression d'être emporté malgré nous dans une évolution dont on ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants, vous tentez de reprendre les rênes de la réflexion. Et donc, dans un contexte qui est marqué, comme vous l'avez dit, par les grandes évolutions de la société, qui forment la toile de fond de la réflexion, l'augmentation de la précarisation, des inégalités, l'évolution des structures familiales, des phénomènes migratoires, etc., vous avez donc retenu 4 axes d'analyse, donc les politiques publiques, les publics accompagnés, les dispositifs d'accueil et d'accompagnement et les professionnels et métiers, pour en dégager des tendances autour de micro-scénarios qui eux-mêmes combinés ensemble donnent donc naissance à ces 4 grands scénarios. Et en réfléchissant à ce que j'allais bien pouvoir vous dire, je me suis fait la réflexion du fait qu'il était peut-être nécessaire, avant d'envisager tout de suite comment le juge des enfants pourrait se situer par rapport dans l'un ou l'autre de ces scénarios, à déjà réfléchir de notre place à un 5e axe d'analyse finalement, qui serait celui de l'évolution de l'office du juge des enfants à l'horizon 2030-2035, avant d'envisager comment cette évolution pourrait s'inscrire dans les différents scénarios possibles que vous avez dégagés. Dans mon propos, et pour ouvrir sur le thème du colloque, j'envisage d'essayer de décrypter des tendances, mais également de souligner ce qui nous paraît important à la FMJF de préserver en fonction des évolutions possibles à venir. Donc tout d'abord, s'agissant de l'évolution de l'office du juge des enfants, on l'a dit, on peut noter une tendance en marche vers une conception qui est plus garantiste de cet office, qui paraît assez inéluctable et souhaitable. La procédure d'assistance éducative, comme vous l'avez dit, Véronique Blanchard, donc elle est née en 1958 dans le contexte plus général d'une révolution législative qui concerne le droit des personnes, dont le terreau trouve sa source dans les mutations sociétales d'ampleur à cette période. On peut penser à la réforme des tutelles, du divorce, etc. Et la procédure d'assistance éducative, comme nombre de ces réformes, s'est affranchie d'un système procédural strict pour retenir des notions cadres, telles que l'intérêt de l'enfant, qui doit guider l'action du juge, mais tout en lui laissant une grande liberté d'appréciation, et ce qui permettait à ce titre de justifier des attentes quand même aux droits des parents et des enfants eux-mêmes. Il était alors question, vous l'avez dit aussi, d'inventer une nouvelle façon de rendre la justice en s'imprégnant de l'essor des sciences sociales. Et ce modèle de justice, qui a pu être qualifié de paternaliste, en plus rendu par des hommes, en ce qu'elle permettait aux juges de contraindre les libertés parentales et des mineurs eux-mêmes au nom de ce qu'il estimait relever de leur protection, a parfois conduit à des excès, des mesures ordonnées sans délai, des droits parentaux qui pouvaient être restreints, pas d'accès au dossier, devoir de discrétion du conseil, un juge qui intervient à tous les stades de la procédure pénale. C'est un modèle qui est apparu de plus en plus anachronique face à la montée en puissance des droits individuels, au droit à un procès équitable. Et donc, depuis les années 90, la justice des mineurs s'inscrit dans un mouvement qui offre progressivement davantage de droits et de garanties aux justiciables. On peut citer 24 octobre 1995, la Cour européenne des droits de l'homme qui estime que l'absence de communication des éléments du dossier aux parties est contraire au droit à un procès équitable. On a le décret du 15 mars 2002 qui vient dire que les décisions doivent être rendues après audition des parties au vu des éléments du dossier dont elles doivent avoir librement accès. Et puis plus récemment, la loi Takev, février 2022, qui prévoit l'audition individuelle de tous les mineurs discernants, complétée pour arriver à une sorte de régime en fait, du droit du mineur discernant par le décret d'octobre 2023 sur l'obligation de notifier la décision au mineur discernant, ou côté jurisprudentiel, l'avis de la Cour de cassation au mois de février, qui vient remettre un peu d'ordre dans la pratique des placements à domicile, en nous disant qu'en fait, ça relève plutôt d'une AMO renforcée et non pas d'un placement au sens d'une responsabilité transférée à l'aide sociale à l'enfance. Et puis en matière pénale, la décision du Conseil constitutionnel de 2011 qui estime que le juge qui a mis un examen, un mineur, ne peut pas présider le tribunal pour enfants par la suite, donc ce qui a également conduit à des évolutions législatives en 2013 et bien évidemment la réforme du Code de la justice pénale des mineurs. Donc on observe bien que la justice des enfants, elle s'est engagée dans un mouvement qui évolue progressivement mais sûrement vers davantage de garanties et on doit s'attendre à de nouvelles évolutions jurisprudentielles et légales à l'horizon 2030-2035, d'autant que certaines dispositions de la procédure posent encore question au regard du droit à un procès équitable. On peut notamment penser au fait que les parties n'ont qu'un accès aux pièces du dossier en assistance éducative qui peut être limité par le juge par décision motivée.
et que cet accès doit se faire sur rendez-vous au tribunal. Ils ne peuvent pas avoir une copie. On peut également penser au droit discrétionnaire à entendre ou non des parties qui ne seraient pas nommément énumérées par le Code de procédure civile, des personnes qui peuvent, des parents, des oncles, des tantes, qui peuvent quand même avoir un intérêt par rapport à l'enfant, qui peuvent formuler des demandes, mais aucun texte qui va indiquer sous quelle forme, dans quel délai on devrait y répondre. Quelques exemples qui montrent que le courant légaliste dans lequel la justice des mineurs s'est engagée depuis plusieurs décennies est appelé à se poursuivre. Toutefois, il apparaît un peu freiné par un mouvement, je dirais un mouvement de résistance dans les tribunaux pour enfants, sur lesquels j'aimerais qu'on s'arrête, puisque bien que le législateur fasse évoluer le cadre légal vers davantage de garanties, on sait tous que certaines dispositions ne sont pas systématiquement respectées dans les pratiques quotidiennes des juges des enfants. Tout d'abord, si majoritairement les juges des enfants font des audiences avant de rendre des décisions, il arrive que dans certaines juridictions ou à certaines périodes, les mesures soient renouvelées sans débat contradictoire. Il y a de nombreuses ordonnances qui sont, sur lesquelles on statue sur les droits parentaux en cours de mesure sans audition préalable. Et puis on sait que dans beaucoup de tribunaux pour enfants, le greffier n'assiste pas systématiquement le juge lors des audiences civiles, ce qui ne permet pas d'authentifier la procédure, de garantir les propos tenus par chacun, ce qui représente une cause de nullité. Et puis encore, la loi Taquet du 7 février 2022 pose le principe de l'audition systématique et individuelle des mineurs discernants, mais ce n'est pas toujours respecté en pratique, outre la difficulté que ça pose en termes de détermination des mineurs discernants, on en parlera tout à l'heure, de même pour la notification des des décisions aux mineurs discernants. Donc on peut se demander pourquoi, un de nos collègues qui écrit que les juges des enfants seraient les VRP d'un patriarcat d'État leur permettant d'asseoir leur domination à l'égard des familles et des enfants suivis. Alors les mots sont assez durs, mais on le mérite, nous imposer une réflexion de fond. Les réticences, elles viennent tout d'abord indéniablement du contexte de notre exercice professionnel quand même, dans des tribunaux pour enfants qui sont notoirement sous-dotés, tant en personnel de greffe que de magistrats pour faire face à la charge de travail, qui connaissent des vacances de poste, des arrêts non remplacés. Les juges des enfants sont contraints sans arrêt de prioriser les tâches. Et ne soyons pas naïfs, les dotations des TPE sont faites en intégrant ces pratiques contra legem qui sont connues, tacitement acceptées par l'ensemble de l'institution. Tous les référentiels sur la charge de travail mettent à jour le manque de moyens au regard de la charge de travail. Donc dès lors, les garanties procédurales offertes par les textes, de manière tout à fait pertinente, personne ne peut dire le contraire, mais à moyens constants, peuvent quand même légitimement susciter des réserves, des inquiétudes, audition individuelle de tous les mineurs discernants, présence encouragée d'un conseil, autant de variables qui allongent la durée des audiences, qu'on doit déjà tenir avec un œil rivé sur la montre. Comment faire respecter la présence du greffier en audience lorsqu'il nous est indiqué en même temps qu'aucun personnel supplémentaire ne nous sera affecté dans un contexte de pénurie, alors qu'on travaille déjà auprès d'agents qui sont très méritants. On ne peut pas déconnecter la question de l'application stricte du cadre procédural de celle des moyens qui nous sont alloués sur la base d'une activité dégradée. Cela dit, soyons honnêtes, cet argument n'épuise pas toutes les formes d'inquiétude des juges des enfants face à la montée d'un cadre procédural qui est plus strict. Parce que, on l'a dit, la souplesse du cadre procédural, elle a conduit à des excès qu'on a pointés, mais elle a aussi permis d'aboutir à une grande créativité dans la manière de rendre la justice pour prendre en compte la spécificité du public à la protection duquel les magistrats de la jeunesse sont dédiés, que sont les enfants. Et il existe une crainte que la rigidification de notre cadre d'intervention nous empêche de conserver un office propre à notre fonction. Et ça m'amène à nous interroger sur la particularité de cet office et ce qui nous paraît indispensable de conserver, non pas pour bafouer les droits des parties, mais pour, au contraire, permettre d'en assurer la pleine garantie. Puisque le juge des enfants n'a pas un office qui est comparable avec celui d'un juge civiliste ordinaire. Et il ne s'agit pas pour nous de trancher un litige argumenté juridiquement lors d'une audience, mais d'un travail qui est en partie relationnel. Le rôle du juge des enfants, il a été conçu pour permettre un suivi des enfants devant servir la prise en compte de leur singularité, ce qu'ils sont, ce qu'ils deviennent et ce qu'ils ont à dire. Et ça suppose la création d'une relation interpersonnelle entre le juge et celui ou celle qu'on protège qui va se construire au fil des auditions. Et il me semble qu'il nous faut revendiquer le fait que cette relation est le socle de notre office et qu'en cela, elle ne porte pas atteinte à notre indépendance. Le but étant de créer un cadre sécurisant permettant, comme nous l'enseigne la théorie de l'attachement, de favoriser la possibilité pour l'enfant et ses parents de réellement prendre la parole dans un cadre judiciaire. Antoine Garapon, il indique que l'audition par le juge, elle a une valeur évaluative
en lui permettant de constater par lui-même une situation en rencontrant les intéressés, mais également une valeur inclusive, en recherchant l'adhésion de la famille, c'est-à-dire en s'efforçant d'expliquer ces décisions, puisqu'évidemment, mieux comprises, elles seront mieux investies et elles fonctionneront mieux. Et puis enfin, une valeur symbolique, puisque le juge, à travers l'audition, doit apporter de la considération à chacun, recueillir une parole, parfois une souffrance, et des demandes sur lesquelles il va devoir arbitrer. Alors c'est vrai que c'est un travail d'écoute qui peut aussi être fourni par les travailleurs sociaux, il n'y a pas de concurrence là-dedans, mais ça n'aura pas la même valeur symbolique puisque le juge, lui, représente la loi et toute sa dimension protectrice. Il arrive en conséquence qu'un enfant investisse son juge et qu'un juge des enfants parle de ses mineurs. Est-ce qu'il faut forcément y voir le signe d'un mélange des genres qui assimilerait le bureau du juge à un cabinet de psy où les finalités de l'audience et l'intervention du juge sont source d'incompréhension ? Je ne sais pas, on peut peut-être aussi y voir la création d'une relation tissée entre le juge et les justiciables dont il assure le suivi, qui signe un intérêt, une considération, qui participe à la création d'un climat de sécurité, favorisant une prise de parole authentique et qui intègre finalement dans le processus décisionnel le méta-besoin de sécurité des enfants dont on assure le suivi. Il ne s'agit pas d'ouvrir une communication intime, mais d'adopter un comportement qui incarne le respect et la considération de chacun. Et ça paraît d'autant plus important que c'est ce qu'attendent les enfants quand on écoute les associations d'anciens enfants placés qui réclament plus d'écoute du juge, ne pas avoir à répéter leur histoire devant des intervenants différents qui seront nécessairement moins au fait de leur situation. D'ailleurs, pour rebondir un peu sur le colloque qui s'était passé l'année dernière, j'avais malheureusement pas pu y assister, mon vol avait été annulé, d'où les inconvénients d'habiter à Nice, et il y en a. Dans les systèmes étrangers qui fonctionnent avec un cadre procédural plus formel, je pense notamment au système anglo-saxon et plus particulièrement au Québec où j'ai eu l'occasion d'observer le fonctionnement de la justice des mineurs. Alors il n'y a pas de logique de cabinet, il n'y a pas de suivi compte tenu justement du principe de l'impartialité. Mais on voit les magistrats qui tentent de manière officieuse, lorsque ce n'est pas interdit par la loi, de présider des audiences sur lesquelles sont enrôlées des affaires qui concernent des mineurs dont ils ont déjà eu à connaître de la situation. Et pour avoir connu au cours de ma carrière un tribunal pour enfants ou pour des raisons de garantie des droits des mineurs, il avait été prévu qu'un adolescent qui avait rencontré un juge à un stade de la procédure pénale ne devait plus jamais, surtout pas le rencontrer sans aucune désignation d'un juge référent. En fait, le résultat, il avait été extrêmement problématique pour les enfants concernés qui n'avaient plus d'interlocuteur garant de la parole donnée et de la parole déposée. Et à l'heure où la justice se tourne vers de nouveaux modèles tels que la justice restaurative, la justice résolutive de problèmes qui place la relation au centre du processus de justice, la justice des enfants doit gagner en garantie procédurale, certes, ok, mais sans se refermer sur un office d'arbitrage de droit où l'impartialité cantonnerait le juge des enfants à un rôle froid et distant. Dès lors, compte tenu de ces deux courants, d'un côté un mouvement légaliste, de l'autre un courant qui vise à conserver un cadre procédural souple, qui permet de faire vivre un office protectionnel et relationnel, je dirais, on peut imaginer, peut-être même souhaiter, qu'à l'horizon 2030-2035, même si on disait que c'est vraiment bientôt finalement 2030, mais soit trouver une sorte de ligne de crête où, en fait, où loin de s'opposer, ces deux objectifs viendraient cohabiter pour se nourrir l'un et l'autre. Mais alors, quid de l'inscription de ce 5e acte d'analyse dans les scénarios envisagés par la démarche de consensus ? En quoi, finalement, le maillage institutionnel dans lequel est pris le juge des enfants et l'évolution de celui-ci va avoir un impact sur l'évolution de l'office du juge ? Alors, dans le premier scénario, rien ne bouge, qui est clairement, je pense, le scénario le moins souhaitable. La justice participera nécessairement au mouvement de repli sur elle-même, dans un contexte global du hausse du nombre de personnes en difficulté, d'une aggravation de leurs problématiques, d'une raréfaction des ressources financières. Ça risque d'amener les tribunaux pour enfants à rigidifier leur mode de fonctionnement et les juges des enfants à se maintenir dans des attitudes assez figées du fait de la charge de travail, du sentiment d'impuissance aussi et d'inutilité liée au délai ou même à l'absence de mise en œuvre des mesures ordonnées. Et puis, je crains aussi que ça ait pour effet mécanique de faire perdre du sens et de l'intérêt à l'audience lors desquelles les mesures sont ordonnées. Il y a donc un risque de désengagement des juges des enfants à l'égard du travail d'audience, d'une perte d'attractivité aussi de la fonction, et qui pourrait aboutir à un recul sur la préservation d'un office particulier du juge des enfants. En revanche, dans les scénarios de collégialité des institutions, de prévention et de sanitarisation, même si c'est un petit peu moins fort dans ce dernier scénario,
il nous semble que les juges des enfants seront amenés à devoir se spécialiser davantage pour rester légitimes face à leurs interlocuteurs dans un contexte de reprise du sens du secteur de la protection de l'enfance où certaines lignes seront à défendre. Et cela devrait conduire les juges des enfants à défendre un office spécifique à leur matière dans lequel ils ne se cantonnent pas à arbitrer des droits dans un rôle totalement neutre. Dans la collégialité des institutions, la protection de l'enfance deviendrait donc une politique publique collégiale, pilotée par plusieurs décideurs et opérateurs. Les juges des enfants, ils devront donc faire face à des interlocuteurs très spécialisés dans chaque problématique. Ils vont devoir apprendre à connaître, à maîtriser les référentiels sur lesquels leurs interlocuteurs se fondent pour émettre des attendus, pour piloter le travail éducatif, et aussi pour veiller à ne pas trop morceler les prises en charge entre les différents intervenants, notamment pour les mineurs qui relèvent de plusieurs problématiques, on le sait bien. Dans un scénario de prévention qui est un peu comme ça, le scénario de rêve des juges des enfants, puisque les juges des enfants verront mécaniquement leur cabinet s'alléger, puisque des accompagnements auront été par définition proposés dès les premiers signaux d'apparition des difficultés et devraient se poursuivre dans le cadre administratif. Les juges des enfants devraient donc avoir peut-être moins de procédures à traiter, ce qui pourrait permettre de redonner du sens à leur mission, mais en contrepartie ne devront plus faire face qu'à des situations très complexes. On peut donc imaginer qu'il y aura peut-être plus de facilité à adapter les organisations des tribunaux pour enfants et puis aussi les pratiques professionnelles à des évolutions légales garanties qui demandent de l'investissement et du temps, mais aussi que les juges des enfants auront plus à cœur de défendre un office protectionnel qui leur est propre pour faire face à des situations difficiles, génératrices de beaucoup d'opposition, et qui nécessiteront d'autant plus de parvenir à créer un climat de sécurité, de confiance, pour permettre aux parties de se sentir entendues et obtenir, dans la mesure du possible, une adhésion aux mesures ordonnées, ou à tout le moins une compréhension du sens des mesures ordonnées contre éventuellement la vie parentale. Et enfin, dans le scénario de la sanitarisation, il est probable que les juges des enfants seraient amenés à développer des stratégies pour conserver une place face au regard médical, afin que leur appréciation ne soit pas totalement confisquée, justement par l'analyse médicale, tant sur le diagnostic que sur les mesures à mettre en place pour pouvoir remédier aux difficultés. Et donc les juges des enfants seraient probablement amenés à affirmer également une forte spécialisation pour comprendre et piloter les protocoles dédiés à chaque problématique et conserver une marge décisionnelle en investissant pleinement l'espace de l'audience. Donc pour conclure, à l'horizon 2030-2035, les juges des enfants devront manifestement continuer à s'adapter à des évolutions légales allant vers davantage de garanties offertes aux parties, mais seront probablement également amenés à conserver un office protectionnel ou relationnel spécifique et assumé pour rester un acteur légitime de la protection de l'enfance face à des interlocuteurs de plus en plus spécialisés. Il s'agira de penser la montée des garanties comme permettant d'encadrer et de légitimer le cœur de notre office, qui doit rester la possibilité de suivre les enfants, de les entendre, mais également de leur adresser la parole, dans un rôle actif de garant de leur protection au titre de la règle de droit. Je vous remercie. Merci beaucoup Claude, parce que vraiment tu as apporté une dimension supplémentaire au travail de prospective que vous aviez fait, où cette dimension judiciaire a été moins travaillée sur le fond. Et là, vraiment, c'était très riche et passionnant. Et puis ça donne de l'espoir, parce qu'on peut retrouver la justice des mineurs dans tous les scénarios. Jean-Michel, du point de vue des départements, quelle place, comment le département peut... dans une politique de protection de l'enfance décentralisée telle qu'elle existe aujourd'hui, trouver sa place et sortir justement de ce cloisonnement qui étouffe toutes les pratiques. Alors moi, par rapport aux scénarios qui sont présentés, il me semble que le premier scénario, rien ne bouge, qui risque d'être une réalité, me paraît quand même complètement impossible par rapport à l'évolution de la situation de protection de l'enfance qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire on a une explosion des situations de protection de l'enfance, une mobilisation donc des services des conseils départementaux autour des missions de protection de l'enfance qui les empêchent d'accomplir les autres missions qui leur sont imparties, notamment la prévention, j'y reviendrai après.
on a quand même une augmentation continue depuis plus de 20 ans de la protection de l'enfance, avec des chiffres, on est passé de 250 000 enfants suivis par les services de l'ASE donc 250 000 fin 1996 à 377 000 fin 2021. Donc des chiffres qui ont été multipliés par 1,5 dans cette période-là, et qui sont des enfants donc suivis par les services de l'ASE à un titre ou un autre, et massivement, ces enfants sont suivis au titre de la protection de l'enfance. Dans les 377 000, il y a les jeunes majeurs, il y en a maintenant 40 000 environ, ce qui est une évolution récente, parce que pendant très longtemps, il y avait très peu de mesures d'aide aux jeunes majeurs, où c'était très erratique selon les conseils départementaux, mais les dernières lois et les incitations de l'État envers les conseils départementaux à contractualiser pour qu'il y ait des mesures d'aide aux jeunes majeurs, plus la loi Taquet de février 2022, on a maintenant environ 40 000 jeunes majeurs pris en charge par les conseils départementaux, ce qui est une bonne chose. Donc la mobilisation, si vous voulez, des conseils départementaux autour de la protection de l'enfance, ça a commencé aussi en 2007 avec l'obligation de mettre en place les cellules de recueil d'informations préoccupantes, et on a réorganisé l'ossature et la structure des services de l'ASE des conseils départementaux autour de cette mission de repérage des situations qui faisaient l'objet d'informations préoccupantes. Et la mobilisation, je pense, des services de l'ASE dans ce domaine-là, et l'abandon de mesures administratives de protection dans beaucoup de départements commence en 2007 de façon un peu paradoxale, puisque c'est aussi la loi de 2007 qui voulait arriver à une déjudiciarisation, et c'est exactement l'inverse qu'on a obtenu. Aujourd'hui, la quasi-totalité des mesures concernant les mineurs sont des mesures judiciaires, 80% à peu près, 90% pour les placements et 70% pour les mesures d'AEM. Donc, cette explosion de la protection de l'enfance, elle n'est pas tenable à terme, en termes de moyens financiers, de mobilisation des ressources humaines, etc. Les conseils départementaux ne pourront plus suivre, et déjà ils ne peuvent plus suivre, de fait. Et on a, alors tout ça, ça a été aggravé de façon quand même substantielle par l'arrivée des mineurs non accompagnés à partir de 2015. Enfin, les mineurs non accompagnés avaient commencé avant, les mineurs isolés, mais un nombre significatif, c'est surtout depuis les années 2015 et la crise syrienne. Et on a aujourd'hui quand même, sur environ 160 000 mineurs confiés à l'ASE, 150 000 mineurs non accompagnés, c'est-à-dire 10% des placements. Ce sont des chiffres qui sont colossaux aussi pour les conseils départementaux. Et pour moi, cette arrivée, qui n'a pas été suffisamment travaillée au niveau de l'État, puisque finalement l'État s'est contenté, avec la circulaire Taubira, de répartir la charge des mineurs non accompagnés dans les départements avec un dispositif de répartition nationale, en fonction de la population, etc. Enfin, vous le connaissez, mais ça a eu pour effet aussi de justifier finalement, par les conseils départementaux, l'impossibilité de prendre en charge ces jeunes qui leur étaient confiés. Moi, j'étais à l'époque effectivement directeur de l'enfance dans le Var quand on a eu cette explosion d'arrivée de MNA, mais c'était matériellement impossible de prendre en charge ces jeunes quand ils sont arrivés, même en utilisant les hôtels, etc. Il y a des soirs et des jours où on n'était pas capable de prendre en charge ces jeunes. Donc ça a habitué, je dirais, finalement, les conseils départementaux aussi à ne pas appliquer les décisions judiciaires. Ce qu'on voit aujourd'hui dans d'autres mesures que les MNA. Il y a beaucoup de décisions de placement d'enfants qui ne sont pas des mineurs non accompagnés, qui ne sont pas exécutées dans les conseils départementaux. Beaucoup de mesures d'AMO qui ne sont pas exécutées aussi, faute de moyens. Donc je pense que ça a dégradé les relations institutionnelles entre la protection de l'enfant, enfin les services des conseils départementaux et la justice, parce que les conseils départementaux se sont habitués à justifier finalement une incapacité liée à une espèce de force majeure autour de l'accueil des MNA. J'ajoute aussi que ce n'est pas simplement des questions financières, parce que finalement quand même entre 2018-19 et 2022, les budgets des conseils départementaux sont passés de 7 milliards d'euros à 9 milliards, donc il y a quand même des augmentations significatives de dépenses qui ont été mises en œuvre, mais il y a aussi des difficultés au niveau réglementaire. Par exemple, les dispositifs permettant de créer des établissements qui passent aujourd'hui obligatoirement par des appels à projets qui sont longs, complexes, etc., ne sont absolument pas adaptés à la réactivité que devraient avoir les services de protection de l'enfance. On a calqué finalement
l'ouverture et la création d'établissements et de structures aux appels à projets de la santé, du monde sanitaire. Et je pense que c'est une très mauvaise chose en termes de travail avec les associations et puis d'assimilation finalement du champ social au champ sanitaire. Le quatrième scénario serait, à mon avis, catastrophique de ce point de vue-là. Donc, je dis, on ne peut pas continuer. Matériellement, c'est pas possible de continuer. Donc, l'hypothèse que rien ne bouge, à mon avis, ne marchera pas. Ça va finir par exploser. C'est ce qui se passe en ce moment. On parle de crise de la protection de l'enfance. Le système explose et il ne peut pas continuer comme ça. Alors là, quand on réfléchit de façon un petit peu, en essayant de prendre un peu de recul, on se dit qu'effectivement, la solution, ça serait d'arriver à redonner aux services sociaux des compétences en matière de prévention et à intervenir le plus tôt possible dans la dégradation des situations économiques et sociales des familles pour éviter qu'on en arrive à des mesures de protection. Moi, il y a toujours un exemple qui me vient à l'esprit, c'est la situation de familles qui ne peuvent pas avoir un appartement. Aujourd'hui, on a quand même une crise du logement qui est extrêmement grave, notamment pour les familles précarisées. L'accès au logement est très compliqué. Il y a environ 330 000 personnes en France qui sont sans abri. C'est une politique qui relève de l'État, l'accueil des sans-abri, mais en fait, il y a aussi des compétences des conseils départementaux, des communes, des organismes d'HLM, etc. Enfin, on y viendra après, mais le morcellement des responsables publics par rapport aux différentes politiques est une grande difficulté pour arriver à mettre en œuvre des mesures de prévention. Mais pour prendre cet exemple, le placement d'un enfant en groupe avec un prix de journée moyen entre 150 et 200 euros par jour, ça revient à peu près à 6 000 euros entre 4 500 et 6 000 euros par mois. Si, au lieu de dépenser cet argent-là, on pouvait donner à une famille 1 200 euros ou 1 500 euros pour payer un loyer, je pense que même les finances publiques s'en trouveraient sacrément améliorées. Mais on ne peut pas avoir ce raisonnement-là parce que les budgets qui apportent des aides ne sont pas les mêmes. Et donc là, c'est les effets un petit peu pervers, à mon avis, de la décentralisation. C'est non seulement la décentralisation a éclaté les compétences et morcelé les compétences, mais elle a aussi morcelé les budgets. Et chacun s'efforce d'abord de ne pas dépenser et de faire en sorte que ce soit son voisin qui dépense. Donc il y a une vraie complexité, alors qu'une réflexion en prenant un pas de côté aboutit à dire qu'effectivement c'est évident qu'il faudrait qu'on arrive à intervenir plus tôt et plus précocement dans les familles et qu'on mette en place des dispositifs d'aide et de soutien aux familles, y compris sur le plan matériel. Alors après, ça pose une deuxième question qui est celle tout en disant qu'il faudra arriver à ce scénario, au troisième scénario. Moi, je trouve que c'est celui-là qui serait le plus intéressant. Donc, basculer notre dispositif vers la prévention. Mais la difficulté, c'est qu'est-ce que ça veut dire, la prévention? Qu'est-ce que ça recouvre? Et on a là-dessus de vraies carences en termes de réflexion des politiques publiques. Il y avait eu un rapport très intéressant de l'IGAS il y a quelques années, justement pour essayer de définir le contenu des politiques de prévention, qui reste très actuel, et qui mettait en évidence la diversité des acteurs qui pouvaient intervenir. Alors, on les connaît, il suffit de suivre le parcours de l'enfant depuis sa naissance. Ça commence au niveau des maternités et au moment de la grossesse et de l'accouchement des mamans. Ensuite, le suivi des enfants avec les services de PMI qui interviennent pour le plus tôt possible. Et on a dans les départements qui mettent en place des actions de PMI efficaces et où il y a encore des services de PMI suffisants. On peut apporter une aide très précoce et éviter des dégradations de situation. Après, il y a les crèches, les écoles maternelles, les écoles primaires, tous les services qui apportent une aide au logement, les politiques aussi de rémunération ou de financement des familles en précarité, le RSA, toutes ces politiques publiques-là aboutissent à éviter la dégradation des situations éducatives, matérielles et financières des familles. Mais ce sont des acteurs complètement différents. Et ils sont tous, avec leur logique institutionnelle, propre et morcelée. Alors, on avait essayé, la loi de 2016, du 14 mars 2016, avait donné
justement pour éviter, essayer d'arriver à coordonner ces politiques publiques, la loi de 2016 avait donné compétence au président du conseil départemental pour être le chef de file, non seulement de la protection de l'enfance, mais aussi de la prévention. D'ailleurs, une parenthèse aussi, la loi de 2016, à mon avis, mis un peu de confusion dans toutes ces politiques-là, puisqu'elle a intégré la prévention à la protection de l'enfance. Désormais, dans la définition de la protection de l'enfance, ça commence aussi par les actions de prévention. Donc, en voulant peut-être bien faire, c'est-à-dire en se disant il faut qu'on intègre la prévention dans la protection, mais je crois que ça a eu un effet inverse, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à identifier la prévention comme une politique propre et autonome. En tout cas, en principe, ça devrait être le président du conseil départemental qui élabore des protocoles avec les différents acteurs publics qui existent sur le département pour mettre en place une coordination des politiques de prévention. À ma connaissance, aucun conseil départemental n'a élaboré de protocole de cette nature. Enfin, moi, je ne sais pas si vous en connaissez. J'ai pas du tout. Ça n'a pas été utilisé par les conseils départementaux qui ne se sont pas saisis de cette obligation légale. On est là aussi sur les phénomènes de ces lois de protection de l'enfance qui ne sont pas appliquées ou parce qu'elles n'ont pas été suffisamment réfléchies ou qu'il n'y a pas eu les moyens qui ont été donnés par la suite. Mais en tout cas, cette politique de prévention n'a pas été mise en place. Dans le même temps, l'État, qui fait voter la loi de 2016, enfin la loi de 2016, elle n'a pas été nécessairement votée sur incitation de l'État, il a raccroché les morceaux, mais en même temps, l'État a demandé au préfet de mettre en place dans les départements des schémas des services aux familles, qui avaient la même mission de coordination des politiques de prévention, mais cette fois menée non pas par les conseils départementaux, mais par les caisses d'allocation familiale, puisque ce sont les caisses d'allocation familiale qui étaient chargées d'assurer la cohérence et des schémas des services aux familles, donc mettant en synergie les différents acteurs. Donc vous voyez, on a déjà au niveau de l'identification du responsable, on a une loi qui prévoit que le président du conseil départemental, et puis on a des pratiques de l'organisation et des directives nationales données au préfet et au CAF, où on donne au CAF cette mission-là. Donc qui est le pilote de la prévention aujourd'hui? Personne ne le sait. Donc là, une des premières choses à faire, je crois, ça serait d'arriver effectivement à identifier le responsable de la mise en œuvre des politiques de prévention. Parce qu'au bout du compte, ces politiques-là ne peuvent fonctionner que par une coordination des différents acteurs. Alors au niveau national, par des politiques publiques et des moyens budgétaires qui seraient attribués à différentes actions, mais peut-être en se fondant sur la mise en place de ces actions-là au niveau des territoires. Parce que je pense que c'est le territoire, le lieu de vie des familles, qui est le lieu privilégié où doivent être mises en œuvre les actions de prévention. Et de ce point de vue-là, il y a une territorialisation de l'action des différents services qui est importante. La plupart des conseils départementaux ont mis en place des territoires d'action sociale depuis très longtemps, alors ça a des noms différents, mais dans ces territoires-là, en général, on trouve à la fois des services de PMI qui dépendent du conseil départemental, des services d'action sociale généraliste, ce qu'on appelait auparavant les assistances sociales polyvalentes, maintenant c'est l'action sociale générale, les services de l'ASE, en général qui ont aussi une implantation territoriale, et puis, mais il n'y a pas de lieu permettant sur un territoire donné de coordonner l'ensemble des services qui agissent sur un même territoire. Donc les conseils départementaux de protection de l'enfance qui ont été institués par la loi de 2022 là, sont intéressants pour la protection de l'enfance, mais il faudrait qu'on arrive à faire la même chose en prévention avec des structures de coordination et de concertation au niveau des territoires, avec les acteurs des territoires. Je pense que l'action territorialisée, moi, c'est à mon avis un des axes forts sur lesquels il faut qu'on avance. Il y a des expériences quand même intéressantes qui ont pu être menées souvent avec des services associatifs. Je pense notamment à la création des maisons des familles là, que les apprentis d'Auteuil ont mis en place dans un certain nombre d'endroits et qui sont tout à fait intéressants. C'est-à-dire ce sont des lieux où les familles peuvent trouver sur un territoire, à proximité, des ressources qui leur permettent de poser des questions sur l'éducation de leurs enfants, de trouver des solutions, d'avoir un accompagnement, un soutien scolaire, des activités périphériques, etc. Donc je pense que là, mon point de vue, c'est que la prévention
me paraît être la seule piste raisonnable, réaliste, pour éviter la crise et l'explosion du système. Enfin, le système a déjà explosé, mais pour en sortir, il faudrait qu'on crée un choc finalement de réorganisation de la prévention et de la protection en mettant le paquet sur la prévention, y compris en transférant des dépenses budgétaires en prévention et en diminuant du même coup la protection. Ça veut dire aussi transférer les personnels. Enfin, c'est un très très gros chantier, mais qui pourrait être très intéressant en termes de plan d'action. On a parlé d'un plan Marshall aussi pour la protection de l'enfance. Ça pourrait être ça aussi, qu'on ait une réflexion qui déborde la protection de l'enfance, parce que je crois que si on reste centré sur la protection de l'enfance, on ne s'en sortira pas. On va continuer à avoir des moyens supplémentaires qui vont arriver. Vous évoquiez les scénarios que vous avez envisagés là dans les perspectives. L'accueil de migrants va continuer. Pour moi, c'est une évidence. On va continuer à avoir des accueils nombreux de jeunes arrivant dans notre pays. Et puis la situation économique et sociale va continuer à se dégrader. Enfin, en tout cas, dans les années qui viennent. La précarité des familles va continuer à augmenter avec des différences très importantes, avec des familles qui ont des revenus satisfaisants, puis d'autres dont les revenus ne cessent de se détériorer. Voilà. Merci beaucoup Jean-Michel, c'était particulièrement intéressant. Je voulais juste préciser que les protocoles départementaux sur la prévention, au départ dans le projet de loi, il était prévu que c'était les préfets qui devaient mettre autour de la table tous les acteurs de la prévention, État, département, CAF, région, etc. Et en fait les départements, les conseils départementaux ne voulaient pas être pilotés par l'État sur une politique que partiellement ils devaient mener. Et donc ça a été négocié comme ça, et donc c'était les départements qui ont reçu le pilotage, mais résultat ça s'est pas fait, et c'est ce qui explique aussi sur les politiques de service aux familles. On a l'impression que c'est deux choses différentes, alors que en fait c'est des besoins très approchants en fait qui devraient être complètement coordonnés. Du coup ça, alors est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je vais passer avec le micro. Restez appuyé sur le bouton rouge longtemps. Ça marche. Là, ça marche? D'accord. Je voulais juste d'abord vous remercier pour la qualité de vos interventions. Pour une historienne, voir dans le futur, c'est toujours très très intéressant. Et du coup, c'était juste ça. C'était une indication bibliographique, puisqu'il y a des historiens qui ont fait les mêmes tentatives que vous, c'est-à-dire essayer de réfléchir à l'histoire des possibles. Voilà, une sorte d'uchronie, mais avec les méthodes scientifiques de l'histoire. Et si, voilà. Si, je ne sais pas, si on n'avait pas tranché la tête de Louis XIV, par exemple. Et ça s'appelle Pour une histoire des possibles, de Dully Hermos et Singar-Evelou, et c'est vraiment exactement le même type de démarche que vous avez. Et je pense que dans le cadre qui nous occupe, arriver à avoir des perspectives, voilà, des projets, être force de proposition, pouvoir parfois présenter au pouvoir public des solutions et pas seulement un état des lieux, voilà, en s'appuyant sur l'histoire et sur ce qui s'est passé auparavant. Je pense que c'est effectivement une des pistes tout à fait importantes aujourd'hui et maintenant. Voilà, Pour une histoire des possibles, je vous conseille un très beau livre d'histoire. Merci. Oui, Geneviève. Oui, si je comprends bien ton propos, Jean-Michel, et aussi celui de Muriel, ce qu'il faudrait, c'est faire une synthèse entre le scénario global 2 et le 3, c'est-à-dire la collégialité et la prévention, pour arriver à quelque chose
d'un peu cohérent. Est-ce que c'est des choses qui ont été pensées à votre niveau? Ça, c'était ma première question. La deuxième, c'était plutôt une remarque, c'est que moi, ce que j'ai constaté au cours de ma carrière, c'est que chaque fois qu'on a creusé la question de la prévention et qu'on a mis le paquet là-dessus, on a découvert de plus en plus de cas à traiter. Hein, c'est-à-dire que c'est un espèce de tonneau sans fond, un tonneau des Danaïdes, quoi. Alors, je ne suis pas sûre que la prévention assèche le sujet. C'était la dernière question parce qu'il faut qu'on termine tôt, on est vraiment tenu par des horaires. Donc, élément de réponse? On voit bien comment, en quelques minutes, finalement, des éléments de débat intéressants arrivent. Comment continuer à se poser des questions si personne n'est prêt à faire de compromis? Là, c'est sûr qu'on n'y arrivera jamais. Si les départements, de toute façon, veulent garder et la prévention, et la prise en charge, et les chefs de fila, et que l'État veut garder sa responsabilité, les juges la leur, etc., si personne ne veut bouger, ça sera problématique. En matière de prévention, vous avez raison de dire que dès qu'on regarde en amont, on voit des difficultés apparaître. Le problème, c'est que le modèle conceptuel qu'on a pour y répondre aujourd'hui est celui d'un système de prise en charge extrêmement coûteux, extrêmement technique, extrêmement scientifique. Scientifique au sens où il se réfère à des... Bon. Le modèle de prévention qu'on peut imaginer, il n'est pas forcément celui-ci. C'est-à-dire que, pour prendre juste l'exemple qui a été cité de maisons des familles, je n'entre pas dans le sujet, ce qu'on fait avec les maisons des familles, c'est pas qu'on crée des nouveaux lieux où les familles peuvent demander de l'aide, c'est qu'on crée des lieux où les familles s'entraident les unes avec les autres. On retrouve les principes de l'éducation populaire. Il y en a certainement certains d'entre vous qui ont connu ça. Aujourd'hui, c'est complètement absent des politiques publiques. On ne s'intéresse au problème que si on peut y mettre des professionnels pour y répondre, et donc des moyens. Et ça, on ne peut plus. Donc il y a un moment, il faut chercher de nouveaux modèles. Alors, évidemment, on l'a vu avec l'addiction. Plus on regarde l'addiction comme un problème général et pas uniquement lié aux drogues interdites, plus on se rend compte que ça concerne tout le monde. Et comment on fait quand un problème concerne tout le monde? Il faut chercher d'autres solutions. Parce que quand l'usage du tabac est autorisé, qu'on a le droit de donner une cigarette à un gamin, alors qu'il aura une chance sur deux d'en mourir, et qu'on va pénaliser le gamin s'il consomme du cannabis, on dit quelque chose de l'ordre social. Et c'est ce récit-là qu'on a besoin de repartager, y compris quand il s'agit de l'enfance en danger, de quoi on parle. Je crois que c'est une question qui peut faire une excellente conclusion. Et donc on va s'arrêter là. Merci pour votre attention, c'était extrêmement intéressant. Des applaudissements pour nos invités.